Pour la deuxième année consécutive, cérémonie présidée par le chef de l'État. Plus de détails dans un instant. La couleur de l'eau du robinet inquiète les populations. C'est une eau jaunâtre qui coule des robinets depuis hier dans certains quartiers de la capitale. Des robinets complètement à sec ce matin. Reportage à suivre. Lendemain de pluie difficile pour les Dakarois. Les précipitations de la nuit dernière suffisantes pour causer des dégâts dans quelques artères de Dakar. Ailleurs, c'est la pause pluviométrique qui intrigue les paysans. C'est le cas de la région de Kaolack. Vous le verrez dans cette édition. SOS pour les enfants atteints de trisomie 21. C'est un cri de détresse des parents de ces laissés pour compte de la société sénégalaise. Comment améliorer la condition des trisomiques dans les domaines sanitaires et de l'éducation? Plus de détails dans cette édition. Béji Raïd Ezepsi, le président tunisien, est mort quelques heures après son hospitalisation. Il était âgé de 92 ans. Ezepsi, premier président démocratiquement élu en 2014. Son parcours à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Les honneurs aux meilleurs, Diarry Toussaint sur l'Himalaya de l'école sénégalaise avec une moyenne qui fait rêver, 18,53 sur 20 en terminale S1. Au total, ils sont 107 candidats primés au concours général 2019. Maguette Soare Diallo et Pape Sangone Mbaye. Les marches de l'excellence, elle connaît très bien. Elle les arpente avec assurance et beaucoup de fierté. Et de 2 pour Diarry Toussaint, meilleur élève du Sénégal en 2018. Cette année encore, il est au sommet de l'excellence. Je me sens très honorée aujourd'hui d'avoir reçu surtout mon prix des mains du président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. C'est vraiment aujourd'hui un instant magique pour nous, lauréats du concours général, et pour tous les élèves du Sénégal qui voient aujourd'hui l'excellence récompensée. La pensionnaire du lycée d'excellence de Diourbel affirme qu'il n'y a pas de secret dans sa réussite. Il n'y a aucun secret, c'est juste l'abnégation et l'amour du travail qui nous a conduits aujourd'hui au moment où nous sommes, qui nous a permis de montrer notre potentiel et surtout de briller parmi tant d'autres brillants élèves. Pour le ministère de l'Éducation nationale, les récompenses reçues par les lauréats leur seront utiles. Vous avez vu que les élèves ont eu de bons lots. Généralement, c'est des lots qui leur permettent d'avoir un appui pour la poursuite de leurs études. Quand ils sont en première, ils vont passer une bonne classe de terminale. Ça leur permettra peut-être de pouvoir être dans les conditions de revenir pour prendre des lots, des prix en classe de terminale. Ça permet également aux élèves de terminale qui vont poursuivre leurs études universitaires ici ou à l'étranger d'avoir un bon départ. Donc l'idée, c'était ça. Le concours général attire de plus en plus d'élèves. De 2100 candidats en 2018, ils sont passés à 2700 en 2019. La particularité, cette année, 14 sur les 16 académies du Sénégal ont présenté des candidats. Merci Maguette. La précédente cérémonie a été présidée par son Excellence Macky Sall. Le chef de l'État rappelle les défis à relever pour un système éducatif rayonnant à tout point de vue. Alassane Ba et Pape Sangone Mbaye. Il s'agit de célébrer l'excellence. Dans son discours de l'édition précédente, le chef de l'État disait, je cite, « Bâtir une école de la réussite, une école de la République est au cœur de ma vision. Pour un Sénégal prospère et solidaire. » Pour cette année, c'est réfléchir sur ce thème, l'excellence comme moteur de l'émergence, quel enjeu pour l'école sénégalaise. Un thème pertinent, thème d'actualité. La quête de l'émergence par l'excellence doit générer une nouvelle philosophie de travail. Une philosophie également, une nouvelle philosophie de gouvernance, de méthode et d'action qui ne peut souffrir ni de lenteur ni de formalité indue. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut aucunement être renvoyé à demain. Des défis encore à relever pour un système éducatif plus performant. Les taux enregistrés au BFM, au baccalauréat et dans les universités
en sont une illustration. Le français, il faut reconnaître que le niveau continue de baisser. Je pense à l'anglais, que la majorité des apprenants ne parviennent pas à parler couramment après 7 années d'apprentissage et d'études. De la 6e à la terminale, normalement, tous nos bacheliers devraient être parfaitement bilingues. Si nous étions efficaces dans notre formation en langue. Je pense aux sciences, aux mathématiques et à l'histoire, dont les programmes devraient être revus quand les 25 volumes de l'histoire générale du Sénégal, des origines à nos jours, seront disponibles. Une cérémonie riche d'enseignements, un exemple pour les élèves. L'école doit favoriser l'éclosion de tous les talents selon le président Sall, qui rappelle que le capital humain est l'une des forces motrices qui propulse un pays vers l'objectif d'émergence. Pour la marraine Rose Dian, Macky Sall salue la mémoire d'une grande dame aux carrières très riches. Sa carrière professionnelle, tout aussi brillante, lui valut de nombreuses distinctions. Voilà, merci Alassane. Retenez que le président s'est fixé aussi l'objectif d'orienter 30% des élèves issus du cycle fondamental vers la formation professionnelle et technique. Vous avez peut-être été terrifié par la couleur de l'eau du robinet dans certains quartiers de Dakar, dont les Almadies, Ngor, voire Ouakam. L'eau du robinet était foncièrement jaunâtre. Alors, est-ce en danger pour les populations? Dans tous les cas, cela inquiète beaucoup. Le pire dans tout ça, c'est que l'accès à l'eau est de plus en plus difficile dans certains quartiers de Dakar. Illustration avec ce reportage Habib Faye et Thierno Laurent Mendy. La couleur de l'eau inquiète ses habitants des quartiers Terme Nord, situés à côté de l'aéroport Léopold Sédar Senghor et Almadies. À cela s'ajoute le manque criard du liquide précieux qui hante leur sommeil. Nous nous levons tôt le matin à la recherche du liquide précieux dans les quartiers environnants. C'est la cité Asekna qui nous a provisionné de l'eau et maintenant l'aéroport est délocalisé. Auparavant, nous n'avions pas de problème d'eau. Mais aujourd'hui, les coupures sont récurrentes. En plus, la qualité de l'eau laisse à désirer. Au quartier Terme Nord, un seul robinet approvisionne les populations. Vous l'avez constaté, un seul robinet est mis à la disposition des habitants. Et vous voyez, il y a toujours des bousculades et des disputes. C'est pour cela que le camion citerne qui nous a provisionnés ne vient plus ici. Ce déficit engendre beaucoup de conséquences. Ces dernières semaines, il n'y a pratiquement pas d'eau dans cette zone. Et cela met aux arrêts nos travaux. Notre santé est même menacée par cette situation. Le manque d'eau refait surface dans quelques quartiers de la capitale. Les populations sont obligées d'écourter leur sommeil pour avoir de quoi boire, préparer le repas et faire le linge. Merci ABP. Nous sommes en ligne avec le directeur de l'exploitation de la SDE, M. Djeriba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, quelle explication donner à ce déficit d'eau dans la capitale? Alors, vous avez déjà parlé de déficit. Hein. Vous savez, il y a déficit lorsque l'offre est inférieure à la demande. Et c'est ce qui se passe actuellement à Dakar. J'allais dire que ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il y a des périodes où il se fait le plus sentir. C'est le cas actuellement, puisque vous savez très certainement que nous sommes dans l'une des pointes saisonnières de la demande en eau. Il fait chaud, nous rentrons dans l'hivernage, la demande en eau a augmenté. Elle a augmenté dans un contexte où il y avait déjà déficit. Et forcément, donc, les sensations de manque d'eau vont être un peu plus exacerbées. Et nous avons aussi, pour le corroborer, constaté effectivement que les temps de présence d'eau dans beaucoup de quartiers de Dakar ont baissé et même des zones qui habituellement n'étaient pas touchées sont en train petit à petit d'être concernées. Mais encore une fois, tout cela est le fait de l'augmentation de la demande due à cette pointe saisonnière dans un contexte déjà de déficit. Alors, avant d'en venir à la couleur, parce que ça inquiète aussi, seulement il y a beaucoup de quartiers qui vivent ce déficit quotidiennement depuis plusieurs mois maintenant. Je peux citer Liberté 6 ou encore Ouakam. Oui, et vous
vous parlez de mois, mais moi je parle d'années. Ça fait plusieurs années que nous vivons avec ce déficit, même si avec les investissements successifs réalisés par l'État, il a pu être tempéré de façon périodique. C'était le cas notamment au mois d'août de l'année 2018 où les champs de Bayer ont pu quand même soulager de beaucoup les populations. Donc c'est un problème qui va perdurer, il n'y a pas de solution si je vous comprends bien. Ah si, il y a des solutions et les solutions sont en vue et sont en train d'arriver. Je vous citais tantôt l'exemple de Bayer en août 2018, ensuite de Tasset en février 2019. Il y a en vue l'usine de Kermomar-Sarr 3 et plus tard l'usine de dessalement de Mamel. Donc les solutions sont en vue. Mais d'ici là, nous devrons effectivement composer avec ces ruptures plus ou moins longues dans la desserte en eau dans certains quartiers de Dakar. Dernière chose, la couleur de l'eau, ça fait peur. Alors, nous avons effectivement noté quelques cas de coloration rouge, ce qui n'est pas aussi un phénomène nouveau, parce que, et c'est toujours lié à cette situation de déficit, parce qu'aujourd'hui, par la force des choses, nous continuons à injecter dans le réseau des eaux issues des forages, des nappes de poutre. Elles sont ferrugineuses, c'est-à-dire elles contiennent des taux de fer assez élevés. Même si le fer n'est pas nocif en soi, on ne peut pas ne pas le répéter, la couleur, elle est effectivement gênante. Sans danger pour le public. Attendez, je termine. Allez-y. Ces eaux de nappes ferrugineuses de poutre, elles ne sont pas les seules dans le réseau. Elles y rencontrent les eaux provenant, par exemple, du lac de Guiers, qui, elles, sont totalement claires, ne contiennent pas du fer. Alors, chaque fois qu'il y a un petit recul, un petit retrait dans l'injection d'eau venant du lac de Guiers, donc il se produit effectivement, cette coloration venant des eaux de poutre devient un peu plus visible. C'est ce qui s'est passé de façon éparse la nuit dernière et aujourd'hui, mais c'est des phénomènes totalement passagers. Une fois que nous faisons les traitements que nous appliquons habituellement, c'est-à-dire les puces du réseau, l'eau redevient normale et le résiduel de chlore garantit une asepsie totale de cette eau-là et donc son innocuité. Donc clairement, sans danger pour le public. Sans danger pour le public. Très bien, merci beaucoup M. Ba. C'est moi qui vous remercie. Le ciel a enfin ouvert ses vannes sur Dakar et déjà cette première pluie dans la capitale a causé beaucoup de difficultés dans la mobilité urbaine. Si la nuit a été courte pour certains, d'autres ont dû patauger ce matin pour se frayer un chemin. Ousmane Diallo et Ababacar Camara. Une circulation pas du tout fluide, des flaques d'eau un peu partout. Bonjour les conséquences du début de l'hivernage à Dakar. Un décor qui indispose plus d'un. C'est très difficile pour nous. Après la pluie, nous perdons beaucoup d'argent, surtout avec les pannes. Pour les réparations, les mécaniciens nous taxent beaucoup d'argent. À chaque saison des pluies, Dakar vit la même situation. La cause, nous dit-on, un problème d'assainissement. Vraiment, il y a un manque d'entretien. Les canaux sont bouchés, mais ils ont fait le curage il y a de cela 6 mois. Pour y remédier, cet ingénieur propose des solutions aux autorités. Avant de mettre les routes d'abord, il faut faire l'assainissement, c'est-à-dire mettre les voies d'assainissement d'abord. On ne peut pas mettre les chariots avant le bœuf. Assainir les quartiers, c'est très important, il faut les faire. Il faut les faire d'abord avant de faire quoi que ce soit. Il faut créer des chemins pour pouvoir canaliser les eaux, parce que les eaux, il faut les canaliser. Il faut canaliser les eaux et c'est très important. Après chaque pluie, c'est le beau temps, dit-on. Mais les Dakarois, eux, diront certainement le contraire. Merci Ousmane. Et du côté de Kaolack, c'est la pause pluviométrique qui intrigue les paysans. Les semis sont moribonds, le cheptel souffre à cause du tapis hebracé qui s'épuise. C'est un reportage d'Ibrahima Djamé et Faligaï. Vent chaud et sec balaie ces quelques pousses de mille distancés qui résistent toujours à la pause pluviométrique dans ce champ presque désertique. L'absence de pluie inquiète les paysans et la situation est alarmante. Une pause de 20 jours, voire 22 jours, c'est pas petit. Il a plu ici à partir entre le 30 et le 1er juillet et depuis lors dans certaines zones dans le nord de Kaolack, on n'a pas enregistré de pluie. Et on a semé une partie de nos graines d'arachide et le mil a été semé, mais il y a risque de ressemis. Il y a risque de ressemis dans une bonne partie
du territoire. Pratiquement tout le nord Kaolack, il n'y a pas de pluie. Pendant que ces pousses de mil sont frappées par le stress hydrique, le tapis herbacé disparaît aux grandes dames du bétail qui en pâtit. Le cheptel est très éprouvé présentement parce que les fourrages aériens, on interdit aux éleveurs de délaguer les arbres et le tapis herbacé a complètement disparu. Donc là aussi, ce qu'il leur faut, c'est des concentrés et les concentrés, ils n'en ont pas. J'ai écouté ce matin, nos amis qui sont dans le Linguère achètent le sac de concentré entre 8 000 et 10 000 francs. Et cet argent-là n'est pas à la portée de n'importe qui. Ibrahima Badiane, président de la Fédération des paysans du bassin arachidier, en colère contre l'actuel ministre de l'Agriculture, interpelle le directeur de la Sonacos. Le ministre de l'Agriculture qui devait être là parce qu'ici c'est le bassin arachidier et nous dépendons de Satrel. Donc il devait venir à Kaolack, savoir réellement ce qui se passe dans le monde rural. Tel n'est pas le cas. Depuis qu'il est nommé, il est à Dakar et je crois bien que ce n'est pas Dakar qui va faire les choses. Le déficit pluviométrique est quasiment général dans le Saloum. Les paysans scrutent le ciel, des nuages s'amoncellent mais disparaissent par la suite sans faire tomber la pluie. Dans la région de Saint-Louis, les producteurs de riz sont inquiets à cause de la pression aviaire. Les oiseaux granivores ont détruit plusieurs centaines d'hectares de riz dans la région nord de Saint-Louis, une menace qui risque de perturber la saison. Pour faire face, les producteurs de riz réclament à l'État des avions pour combattre ces pics récoltes. Ousseynou Diop à Bibsek. Les producteurs ont visité les périmètres rizicoles de la région de Saint-Louis. Dans le département de Dagana, plus de 34 000 hectares ont été emblavés, mais la production est menacée par les oiseaux granivores. Ici à Kherne, nous avions emblavé plusieurs centaines d'hectares. Le comité anti-aviaire a constaté que 110% de la production a été détruite par les oiseaux. C'est vraiment difficile pour les producteurs. Si on continue comme ça, je pense que les oiseaux vont détruire l'essentiel de la production cette année. Le comité anti-aviaire a visité les périmètres rizicoles dans le département et a tiré la sonnette d'alarme. Nous attendons de gros moyens de la part de l'État sénégalais. Il faut des avions pour résoudre ce problème. C'est vraiment difficile et il faut des solutions. La Mauritanie emblave 10 000 hectares. Ces producteurs ont bénéficié d'avions pour faire face aux oiseaux. Et pourtant, le Sénégal emblave chaque année 90 000 hectares. Les paysans appellent l'État sénégalais à déployer les moyens nécessaires pour faire face aux oiseaux. La majeure partie je pense que la campagne hivernale ne va pas se tenir cette année. Les producteurs sont endettés et de plus, les oiseaux granivores ont tout ravagé. Dans la région nord, la campagne hivernale risque de démarrer tardivement. Les producteurs doivent faire face aux oiseaux granivores qui ont presque détruit la moitié de leur production. Merci Ousseynou. Les parents des enfants atteints de trisomie 21 se mobilisent pour une meilleure prise en charge de leur progéniture trisomique dans les domaines de l'éducation et de la santé. Ces enfants sont souvent marginalisés, voire exclus du système éducatif. L'association Trisomie 21 du Sénégal s'est retrouvée à Thiès pour lancer ce cri du cœur. Charante Diop, c'est la tire. Les enfants atteints de trisomie 21 sont marginalisés, exclus du système éducatif. C'est ainsi que leurs parents se sont mobilisés pour lancer un cri du cœur. Thiès a été le point de convergence. C'est un désir, des cris de cœur des mères et des parents qui ont leurs enfants porteurs de ce handicap qu'est la trisomie 21, mais qui souffrent, qui rencontrent d'énormes difficultés. Nous voulons que nos enfants ne soient pas dépendants, que nos enfants aillent à l'école, que nos enfants soient soignés dans les meilleures structures, que nos enfants bénéficient de tous les autres privilèges qu'ont les autres enfants, que nos enfants deviennent des chefs d'entreprise un jour, que nos enfants soient des acteurs, que nous avons pensé en tant que parents d'enfants porteurs de ce handicap-là, de réagir. Il faut une synergie d'action entre les différents acteurs pour aider ces enfants. L'État est ainsi interpellé. On a des structures comme l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Le ministère de l'Enseignement forme des personnes qui puissent intégrer ces établissements-là, qui puissent prendre en charge nos enfants
qui puisse prendre en charge des écoles de formation professionnelle. On a un excellent menuisier, par exemple, à Kolda. On voudrait qu'il ait son diplôme, on voudrait qu'il travaille après à l'avenir. Ils sont capables d'arriver à ce stade-là. Ils sont venus de toutes les régions du pays. Ses parents se félicitent du fait que certains aient compris la priorité à accorder à ces enfants atteints de trisomie 21. Et puis pas très loin de Thiès, à Hambourg, faute de médecins spécialistes, l'unité psychiatrique de l'hôpital est fermée depuis plusieurs mois maintenant. L'association pour la promotion de la santé mentale dénonce le service serait transformé en magasin, en dépotoir. Selon l'association, elle demande au ministère de la Santé de respecter ses engagements car beaucoup de malades mentaux errent dans les rues et font des kilomètres pour se soigner. C'est un reportage d'Abdrahman Diallo et Mamadou Gaye. Depuis plusieurs mois, l'unité psychiatrique de l'hôpital d'Hambourg ne fonctionne pas, faute de médecins spécialistes. L'unité qui est là, maintenant c'est devenu un magasin à l'hôpital. Un dépôt de matériel, et c'est pas normal. Les autres pathologies, il y a des médecins, mais pourquoi pas? On ne peut pas affecter un médecin. Mais jusqu'à présent, où je te parle, on n'a pas un médecin psychiatre ici à Hambourg. Les défenseurs des malades mentaux estiment que les autorités avaient pris des engagements pour affecter un médecin, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Moi, je pense que l'État même ne se soucie pas de la santé mentale. Et vraiment, c'est pas normal. Parce que on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas la santé. La santé mentale, c'est tout. Si tu n'as pas la santé mentale, tu ne peux rien faire. Or que ce n'est rien du tout. Si le patient prend un traitement, il peut vaquer à ses occupations. L'association pour la promotion de la santé mentale demande aussi aux autorités de subventionner les médicaments. La maladie mentale, c'est pas comme la tête qui fait mal. Tu prends un paracétamol, c'est fini. La maladie mentale, c'est une maladie qui peut être à vie, qui peut être aussi à long terme. Et les parents, il y a certaines familles qui n'ont pas de moyens, qui n'ont même pas de moyens pour se faire nourrir, d'autant plus que acheter des médicaments qui peuvent varier entre 20 000 jusqu'à 50 000 par mois. Cette association estime que le département d'Hambourg compte une centaine de malades mentaux qui errent dans les rues. Merci Abdrahman. Blanchiment de capitaux, la CENTIF a saisi 1370 dossiers en l'espace de 13 ans. Sur ce nombre, 193 ont été remis à la justice. Des dossiers épinglés par la CENTIF pour blanchiment de capitaux, des confiscations, des jugements à l'encontre des fautifs, annonce par ailleurs la présidente de la CENTIF, compte rendu Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. En 13 années d'exercice, la CENTIF a déposé 193 dossiers sur la table du procureur, des documents dans lesquels des soupçons de blanchiment d'argent sont notifiés. Entre les déclarations que nous avons reçues et qui sont au nombre de 1300, plus de 1300, donc sur lesquels nous avons transmis 193, je pense que le pourcentage est très appréciable. C'est 14% si on analyse la tendance mondiale qui est autour de 10%. Donc je pense que également on peut retenir que toutes les déclarations que reçoivent la CENTIF ne sont pas susceptibles d'être transmises à la justice parce que c'est des indices de blanchiment qui en fait relèvent de faits que les entités déclarantes soupçonnent. 1370 au total. Le contenu de ces déclarations, je pense que c'est des faits qui sont susceptibles de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Donc à la base, je pense qu'ils peuvent concerner des infractions sous-jacentes qui sont assez diverses quand même. Donc ça peut provenir de la drogue, ça peut provenir du trafic d'êtres humains, ça peut provenir de toute autre infraction sous-jacente, donc même de fraude fiscale, donc ou de la corruption. Donc c'est l'ensemble de ces infractions qui peuvent être à la base de l'infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Des infractions à la loi, parfois sanctionnées à travers des jugements ou des confiscations. Sur les 193, je pense qu'une cinquantaine ont fait l'objet de jugements. Et je pense qu'il y a eu des condamnations, il y a eu également des confiscations.
Oui, des confiscations. Donc, on a eu des cas de confiscation d'immeubles, mais également de comptes bancaires qu'on a reversés également au Trésor. Et pour les titres fonciers, les immeubles, les services compétents ont procédé à la mutation de ces titres au nom de l'État du Sénégal. La présidente de la cellule nationale de traitement des informations financières s'exprimait au cours d'un atelier avec l'administration locale de la région de Dakar. Les travaux portaient sur des opérations de sensibilisation pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo prennent-ils un risque en saisissant le tribunal de grande instance de Dakar? C'est une sérieuse procédure selon Maître Baba Diop, d'autant plus que s'il n'y a pas aboutissement, ces deux personnalités seront coupables de dénonciations calomnieuses. Vous le savez, l'ex-premier ministre et le leader du mouvement Tekki ont déposé une plainte relative à l'affaire Petro-Tim, plainte avec constitution de partie civile auprès du premier cabinet d'instruction près le tribunal de grande instance de Dakar, suivant les explications de Maître Baba Diop avec Cheikh Diop. C'est un juge d'instruction qui est saisi, et pour des faits bien précis d'abord, et ensuite contre des personnes bien déterminées. Alors maintenant, cela doit se faire sur la base quand même d'éléments. Il faut fournir des éléments à sache pour permettre au juge d'instruction de s'appuyer sur les éléments et afin de mener des investigations pour les conforter. Et à l'issue de l'instruction, le juge d'instruction dira s'il y a suffisamment de preuves pour lui permettre d'inculper d'abord, c'est-à-dire de poursuivre, de faire poursuivre ces personnes-là et de les envoyer en jugement. Il ne suffit pas juste de faire une plainte avec constitution de partie civile, il faut quand même donner des moyens au juge pour quand même pouvoir mener l'instruction, parce que sinon, il a la possibilité de refuser d'informer. Alors donc, c'est la raison pour laquelle nous disons que c'est une procédure assez sérieuse quand même. Et d'ailleurs, à l'issue de cette procédure, si le juge d'instruction se rend compte que les éléments ne sont pas suffisants, il peut rendre ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Et le cas échéant, ces personnes-là qui étaient dénoncées peuvent se retourner contre leur dénonciateur, c'est-à-dire contre les plaignants, dans le cadre de ce qu'on appelle une action pour dénonciation calomnieuse. La Confédération pour la démocratie et le socialisme est perplexe quant au bien fondé des accusations sur le dossier Petro-Tim. Le coordinateur juge le traitement de la BBC déséquilibré. Il a fait savoir ce matin à l'occasion d'une conférence de presse suivant Pape Dembassi, interrogé par Magatte Gaye. Installé au Sénégal depuis 2009, Campus France, avec l'inauguration de ces nouveaux locaux, vise à alléger les procédures d'accueil et d'orientation des étudiants désirant poursuivre leurs études en France. Ce site, le Campus France, qui est un site qui se veut moderne, qui se veut numérique, qui, sur 600 mètres carrés, accueille les étudiants sénégalais qui veulent aller en France. L'objectif, c'est de leur apporter toutes les informations, de leur apporter tous les conseils, toute l'aide nécessaire pour, s'ils le souhaitent, venir étudier en France avec un dispositif qui se doit d'être aussi simple. Normal pour pays bu mel na suñu dëkk ak li ñu am ci histoire, li ñu am ci vécu, li ñu am ci expérience. Pour nous, il n'est pas normal qu'un organe venu d'ailleurs Pour nous, il n'est pas normal qu'un organe de presse venu d'ailleurs puisse chambouler la tranquillité de ce pays. Il faut que l'on garde notre sérénité. En plus, le reportage de la BBC a révélé des sommes que les experts ont jugées exorbitantes. Il y a également des images d'émeutes pour confronter ces propos, alors qu'il n'en est rien du tout. Le reportage n'a donné la parole qu'à une seule partie, ce qui pose un problème d'équilibre en matière de traitement de l'information. Mooy reportage bi dafa am ñoo xam ne rek ñoom la jox la parole xam nag nuñ ko defee ñun xamuñu ko li ñu gis rek la ñu gis ñenn rek la ñu jox parole jox ñu leen donc loolu tamit en matière de journalisme te yéenam ko gën a xam du ma journaliste problème la. Voilà, propos recueillis par Magatte Gaye et Maudou Diop, et vous avez aperçu les images de la pendaison de crémaillère de Campus France, c'était hier.
Le mouvement Frappe France Dégage enchaîne les actions pour la libération de Guy Marius Sagna. Ils ont saisi ce matin le procureur pour lui notifier la détention arbitraire, selon eux, de leur leader. Suivons l'un d'eux, Alioune Badara Mboup, membre du mouvement, avec Bambiram Diouf. Guy Marius Sagna a eu aujourd'hui l'honneur de mettre un débat national concernant, n'est-ce pas, la situation de nos hôpitaux et aussi la situation précaire des citoyens sénégalais qui se soignent dans ces hôpitaux-là. Et à côté, on a des autorités qui utilisent les deniers publics et qui vont au niveau de l'étranger pour pouvoir se soigner. Et là, ils ont bêché, ils ont fouillé. Pendant des jours, ils n'ont pas trouvé. Et ils lui collent, en dernier lieu, le motif de fausse alerte au terrorisme. Nous rappelons que ce communiqué, Guy Marius Sagna ne l'a jamais partagé sur sa page Facebook. Nous rappelons que Guy Marius Sagna n'est pas la personne morale de Frappe France Dégage. Il n'est ni le coordonnateur, ni également celui qui avait porté la parole le jour de la conférence de presse. Et ceci est d'autant plus grave que tout citoyen actuellement doit avoir peur, parce qu'un jour ou l'autre, on peut te prendre et te dire, peut-être dans votre organisation ou bien dans votre lieu de travail, quelqu'un ou bien votre organisation a fait un communiqué, donc vous devrez payer. Et dans ce communiqué, il n'y a rien de grave, mais nous allons essayer de porter le combat. Porter le combat, cet acte aujourd'hui est un acte solitaire, mais également, ce n'est pas un acte de défi par rapport à la justice. Ce n'est pas un acte aussi pour dénigrer notre justice, mais c'est un acte pour vous montrer que nous sommes des citoyens et nous sommes de ce pays. Que aussi, nous pouvons aussi faire un appel par rapport aux citoyens, leur dire que Guy Marius Sagna a porté au moins pour une journée ne serait-ce leur combat. Donc on leur appelle à nous rejoindre, parce que dans ces jours qui vont venir, Guy Marius Sagna va être libéré de gré ou de force, parce que nous allons mettre toute notre énergie pour qu'il puisse retourner à sa famille, mais aussi pour qu'il puisse continuer son combat. Et cette arrestation fait réagir Amnesty International Sénégal. Selon Sidi Gassama, l'État veut réduire en silence les contestations de Guy Marius Sagna sur l'affaire du pétrole. Le voici au micro de Moussa Oumar Gueye. Guy Marius Sagna ne vise qu'une seule chose, le réduire au silence, parce que tout le monde sait que Guy Marius Sagna constitue évidemment le front, n'est-ce pas, des protestations contre évidemment la gestion nébuleuse des contrats pétroliers et gaziers. Tout le monde le fait. Depuis le reportage de la BBC, la personne qui est en avant dans les protestations, c'est Guy Marius Sagna. Et tout ce que l'État cherche, c'est de le réduire au silence, afin de casser cette dynamique de protestation. Je crois qu'on ne peut pas accepter au Sénégal qu'on puisse bâillonner quelqu'un simplement parce qu'il fait des revendications légitimes. C'est la constitution du Sénégal qui dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais. Par conséquent, le peuple a le droit de revendiquer, de demander des comptes à l'État sur la manière dont les ressources sont gérées. Et on ne peut pas accepter qu'on puisse bâillonner quelqu'un comme ça en trouvant de faux prétextes pour le mettre en prison. Donc nous demandons à ce qu'il soit libéré de façon immédiate et sans condition. En tout cas, toutes les ONG de droits humains du Sénégal, toute la société civile va se mobiliser. Le vendredi prochain, n'est-ce pas, on va déjà poser le premier acte de cette mobilisation par une conférence de presse qui va regrouper toutes les organes de droits humains du Sénégal. Et nous allons sonner la mobilisation au niveau national et au niveau international pour exiger qu'il soit libéré immédiatement et sans condition. Réaction en marge d'une session sur le droit d'accès des personnes handicapées aux services sociaux de base et à l'emploi du côté de Tambacounda. La Convention des jeunes reporters du Sénégal, en collaboration avec la Fondation Frédéric Ebert, a tenu ce matin un atelier visant à changer les textes suite au nouveau code de la presse. Le renouvellement va constituer un avantage dans le paysage médiatique du Sénégal. C'est un reportage de Djarié Toufal et Ababakar Kamara. La Convention des jeunes reporters du Sénégal veut se conformer aux exigences du nouveau code de la presse adopté le 20 juin 2017. Les jeunes reporters jugent certains textes obsolètes et ont procédé à leur toilettage. Donc il y aura deux aspects par rapport à l'harmonisation des textes. D'abord, les dispositions jugées obsolètes seront conformées à la réalité du moment, mais également il y a de nouvelles dispositions qui seront introduites dans
texte de la Convention pour combler le vide juridique qui existait jusque-là, notamment en ce qui concerne le Gala national de la presse, le concours national des meilleurs reporters et parmi tant d'autres activités. Dans le nouveau code de la presse, il est prévu la mise en place d'un fonds d'appui au développement de la presse qui va bientôt remplacer l'aide à la presse. Et la Convention des jeunes reporters est éligible à ce fonds. Des critères bien définis pour être journaliste, des dispositions qui vont désormais régir le secteur des médias, une sensibilisation s'impose. Vous voyez, la Convention quand même donne chaque année des bourses de formation aux reporters qui sont dans les rédactions de ce pays-là et qui n'ont pas eu la chance de fréquenter des écoles de formation. C'était ça le but de notre association en 2004. À l'époque, il y avait quand même les dispositions du code de la presse qui étaient un peu extensibles, qui disaient qu'un journaliste, celui qui sort d'une école de formation et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Mais il y a un deuxième alinéa qui était considéré comme un fourre-tout, qui disait qu'un journaliste, celui qui est formé dans une rédaction régulière et qui tire l'essentiel de ses revenus dans ses fonctions de journaliste. Mais aujourd'hui, avec les nouvelles dispositions quand même du code de la presse, la donne a changé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des critères de formation et que même les personnes qui sont formées dans les rédactions régulières, okay. Et même les personnes qui sont formées dans les rédactions régulières et qui n'ont pas, je veux dire, fréquenté des écoles de formation, ont l'obligation de passer par une commission de validation. Les journalistes reporters appelés à se conformer aux règles établies par le CORED. Il y a également l'aspect correct, l'espace d'autorégulation. Désormais, le code de la presse, il y a une loi qui prévoit et qui reconnaît l'existence du CORED. Et pour disposer de la carte nationale de presse, il faut impérativement avoir le quitus du CORED qui est délivré sur la base du respect des règles éthiques et déontologiques dans les médias. Et c'est une loi qui est applicable à tous. Toutes les entreprises de presse auront l'obligation de respecter et de se conformer à ces nouvelles dispositions sous peine de sanctions. Durant 2 jours, la CGRS va réfléchir sur le thème retoilettage des textes. Des conclusions pertinentes sont attendues à cet effet. Merci Diariatou. Et puis décès du président tunisien Béji Haïd Essebsi, avocat de formation. Il a occupé plusieurs postes dans le gouvernement tunisien. Son parcours avec Maïmouna Ndiaye. Il avait été hospitalisé plusieurs fois consécutives avant de rendre l'âme ce jeudi 25 juillet 2019. Béji Haïd Essebsi est le premier président élu démocratiquement de Tunisie. Son accession à la présidence remonte de 2014. Mais avant cela, le chef d'État fut plusieurs fois ministre après l'indépendance en 1956. Il a occupé le poste de directeur de la Sûreté nationale, secrétaire d'État adjoint à l'Intérieur auprès du ministre Taïb Mehri. Il le remplace plus tard à sa mort en 1965. Après la guerre de 6 jours, l'homme est reconduit dans le gouvernement de Bahri Ladgam et devient ministre de la Défense. En 1970, il quitte et sera ambassadeur en France. En raison d'un conflit au sein du parti au pouvoir, il démissionne. Exclu du parti, le diplomate est nommé en 1981 ministre des Affaires étrangères. Après la guerre du Liban, Béji migre en Allemagne de l'Ouest où il devient ambassadeur. Il poursuit son petit bonhomme de chemin jusqu'en 2011, année à laquelle Ben Ali fut renversé. Un an après, il crée son propre parti, Nida Tounes. Son objectif, rassembler l'opposition. C'est cette idéologie qui le mène aux élections législatives de 2014. L'avocat de formation est victime d'un malaise. Il est décédé à l'âge de 93 ans. Il ne présidera pas la cérémonie de célébration du 62e anniversaire de la République au palais de Carthage. Un mot de sport avant de boucler ce journal avec de la lutte. Le combat Modulo Eumeu Sène, c'est dimanche. En attendant, c'est le temps des Open Press. Le roi des arènes a reçu les journalistes au stade Alassane Djigo de Pékin hier devant 5000 spectateurs. Il y avait de l'ambiance. Salif Sow, Asmalik Diop. Devant ces inconditionnés et sous les projecteurs des caméras, Eumeu Sène fait une entrée royale. Le lutteur dégage une forme olympique.
Le roi des arènes enchaîne avec une séance de bac d'une trentaine de minutes. À sa gauche, Ama Baldé, à sa droite, Boy Niang. Chant, rythme du tam-tam et chorégraphie font vivre le stade Alassane Djigo de Pikine rempli plus de 3000 places assises, toutes occupées. Souriant comme toujours, durant toute la séance de questions-réponses, le Pikinois, roi des arènes, en plus de rassurer ses fans, a appelé à la non-violence le jour du combat, dimanche, au stade Léopold Sédar Senghor. Zéro violence, L'open press s'est tenu sous haute surveillance policière. Pikine sonne la grande mobilisation. On a acheté 7 millions de tickets pour la population de Pikine. Quand vous voyez la population de Pikine, je suis très heureux parce que la sécurité vient en masse. Plus de 150 personnes, tapeurs et la sécurité publique, surtout la police. Mais franchement, je suis très heureux. L'open press du leader de l'écurie de lutte Tai Shinga n'a pas été de tout repos pour la presse. Voilà, et aujourd'hui, c'était au tour du rock de Parcelles. Modulo, vous verrez les images de l'Open Press de Modulo dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain Chertidiane Diaou pour le JT de 20h. Merci à Tonton Mac qui a réalisé ce journal avec son équipe. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi pour le JT de 20h à suivre ce soir également votre série Mœurs. Restez en compagnie de nos programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.